Bonjour à toutes et à tous, je suis Loïc Graal. Bonjour, je suis Cécile Blin. Soyez les bienvenus sur RH Bordeaux. Donc c'est un nouveau podcast que nous vous proposons et notre idée est de donner la parole aux acteurs RH de Bordeaux et sa région. Cécile, peux-tu nous dire quelques mots du déroulement de chaque épisode ? Avec plaisir Loïc. Ces épisodes auront lieu 2 jeudis par mois. Nous rencontrerons un professionnel qui nous partagera à la fois ses réflexions et son expérience sur des thèmes précis. Donc j'imagine que nous aurons une liste fournie, aussi bien dans les thèmes classiques des ressources humaines que dans des thèmes plus novateurs appartenant à l'actualité. Et quel est l'intérêt pour nos auditeurs de suivre chacun de nos épisodes ? Ce sera l'occasion de nous questionner, de valider ou non notre approche professionnelle. Et puis surtout, je pense que ce sera l'opportunité d'élargir notre horizon. Merci Cécile de ces mots de présentation. Chers auditeurs, nous vous souhaitons une bonne écoute. Pour ce premier épisode, nous vous proposons de traiter le thème de la passion, plus spécifiquement la passion pour les ressources humaines. Alors pourquoi ce thème, me direz-vous ? Eh bien tout simplement parce qu'il y a déjà bien longtemps, Cécile Blin, qui est mon binôme dans ce podcast, avait eu cette phrase « Je suis passionné par mon métier ». Et cette phrase m'était restée, et il y a quelques mois, je m'en suis souvenu lorsque je réfléchissais à des thèmes potentiels pour les différents épisodes de notre podcast. Et également, le thème de la passion me semble pertinent par rapport aux étudiants, aux étudiantes que nous côtoyons, et qui arrivent souvent dans le cursus RH en disant, avec leurs mots, mais ils disent un peu, on a une vocation pour ce métier, on a un attrait, on a un intérêt, on a découvert les ressources humaines et on se sent attiré par ce domaine. Donc avec Cécile Blin, que je remercie d'être la première intervenante, la première invitée, ce que nous allons essayer de faire, c'est à travers son expérience, de pouvoir identifier peut-être des ressorts à la passion. Qu'est-ce qui fait qu'un métier, qu'est-ce qui fait que la fonction ressources humaines peut être passionnante ? Comment cette passion, on peut la conserver au fil du temps ? Merci Cécile de te prêter à cet exercice, de réfléchir en commun sur la passion. Et la première question qui me vient à l'esprit, c'est la fonction ressources humaines. Est-ce que ça a été toujours pour toi une évidence ou c'était plutôt le résultat d'une construction au fil du temps ? Merci Loïc de m'avoir proposé d'être donc la toute première personne interviewée dans cet épisode qui est l'épisode numéro 1. Et puis je vais essayer effectivement de répondre à tes questions et essayer de communiquer ma passion effectivement pour mon job d'aujourd'hui. Alors est-ce que c'est inné ? Je vais répondre que oui, me concernant, en tout cas ça l'est, mais pas inné dans le sens où quand j'étais petite, je voulais devenir responsable ressources humaines ou responsable relations sociales. C'est pas du tout comme ça que ça s'est traduit chez moi. Tout d'abord, quand j'étais une jeune adolescente, aux alentours de 14-15 ans, j'ai souhaité devenir en fait éducateur spécialisé pour les enfants en difficulté et notamment pour les enfants qui sont plutôt dits des enfants de la rue. Donc je voulais déjà faire ça. Ensuite, j'ai eu une autre période où je me suis interrogée et où j'aurais voulu en fait être, inspectrice. Tu vois, un peu comme dans les téléfilms en fait. Quand on est ado, on est plein de rêves. Donc finalement, j'ai pas du tout fait ça dans ma vie. Aujourd'hui, je suis dans les ressources humaines et je suis devenue responsable des ressources humaines en ayant toujours la même passion, c'est-à-dire l'être humain quelque part. Voilà. Je déteste l'injustice et ça fait toujours partie de ce que je ressens. Et puis, j'aime travailler autour de l'humain. Alors tu me poseras la question sûrement, alors pourquoi j'ai pas fait éducatrice maternelle ou des choses comme ça ? Mais c'est pas du tout comme ça que je le vois. Donc en fait, au cours de ma vie professionnelle, j'ai à un moment donné été coordinateur technique dans une entreprise. Et puis je me suis frottée un petit peu, je me suis intéressée au syndicalisme.
Et c'est à partir de là que tout est parti, puisque j'ai eu l'occasion de rencontrer donc des DRH, des responsables ressources humaines et des responsables de relations sociales, et on a travaillé ensemble sur différents sujets. Et au fil du temps, en fait, certainement dû à la maturité aussi que j'ai pu avoir à un instant T, donc j'ai été très proche de ces gens-là, j'ai beaucoup travaillé sur des sujets très importants, et puis finalement j'ai décidé donc de reprendre mes études et d'aller à l'université de Paris-Dauphine pour décrocher un Master 2 en management des ressources humaines, négociation et relations sociales. Ta réponse à cette première question, c'est, pour moi, à travers mon expérience, c'est le résultat d'un cheminement, c'est le résultat d'une construction, et cette construction passant également par le fait de se challenger. Tu viens d'aborder le fait de ta reprise d'études, et finalement, ma passion, se mesure aussi à l'aune du chemin que j'ai parcouru, des remises en question que j'ai faites, peut-être des doutes que j'avais à telle ou telle période. Alors oui, bien évidemment, j'ai douté à une période de moi et de ma capacité à pouvoir un jour peut-être faire autre chose de ma vie. Et comme je le disais tout à l'heure, en fait, j'ai eu la chance de rencontrer de très belles personnes, euh, que je peux citer d'ailleurs, hein, elles le savent, je les ai déjà remerciées. C'est Christophe Pourcenou et Delphine Tanou notamment, et puis également une autre personne que j'ai rencontrée récemment, qui est un directeur d'usine et qui s'appelle Jean-Marie Simoneau. Donc je dirais que ces trois personnes-là sont trois personnes qui m'ont beaucoup apporté, m'ont soutenu aussi, m'ont éclairé, et que ce soit Christophe ou Delphine, au moment donc de ma reprise d'études, hein, j'avais pas du tout imaginé reprendre mes études. Et c'est Delphine qui, en sortant d'une réunion, en fait, me dit Cécile, tu devrais reprendre tes études pour nous rejoindre, en fait, de l'autre côté. Et j'ai dit pourquoi pas. J'ai pas dit ça comme ça tout de suite, hein. J'ai d'abord été très étonnée. Et puis je me suis interrogée, je les ai interrogés à eux aussi, à nouveau, et finalement j'ai foncé. Donc ça a été très 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 difficile de reprendre ses études, bien sûr, c'est pas quelque chose de simple. Mais quand on a vraiment la conviction, comme tu le disais tout à l'heure, que ce job est fait pour nous, quand on sait qu'on va pouvoir apporter beaucoup de choses aux gens pour lesquels on va travailler, je crois qu'on peut s'accrocher. Et puis surtout quand on a cette petite flamme à l'intérieur qui vient nous chauffer et nous dire mais bien évidemment que c'est ça et il faut pas lâcher. Alors là aussi, hein, des périodes de doute pendant mes études, il y en a eu, hein, ça a été costaud, mais j'ai aucun regret. Je suis convaincue que je suis vraiment faite pour faire ce job. Par rapport à ce que tu disais, la fonction RH, tu l'as beaucoup côtoyée à travers ton mandat de délégué syndical. Et ce sont des personnes incarnant la fonction RH qui t'ont dit viens nous rejoindre. Alors, c'est un petit peu ça, et c'est beaucoup plus que ça à la fois. C'est-à-dire que euh, j'ai passé donc 22 années dans une entreprise, et à un moment donné, je me suis ennuyée dans le travail que je faisais. Cette entreprise, c'était une entreprise qui a été rachetée à plusieurs reprises. Et quand je me suis livrée en fait à la direction de l'époque pardon, sur l'ennui que j'avais au poste où j'étais, en fait, il n'y avait pas beaucoup de solutions puisque justement on allait être racheté. Donc le directeur général a quitté l'entreprise, et en quittant l'entreprise, il m'a dit mais tu sais, tu pourrais peut-être t'intéresser donc à l'entreprise en peut-être devenant représentant du personnel et en étant membre du CE. J'y avais pas pensé, j'avais trouvé ça très curieux, j'y avais pas pensé, et finalement, effectivement, à cette époque-là, dans cette entreprise, il n'y avait pas de comité d'entreprise. Donc on a été plusieurs, on a créé un comité d'entreprise, j'ai été élue. De fil en aiguille, quand on est élu, en fait, on est confronté à rencontrer régulièrement la direction des ressources humaines. Et c'est là, c'est à ce moment-là, en fait, qu'on a commencé à travailler ensemble. Alors ça n'a pas toujours été des moments très simples, parce qu'il y a eu, comme je le disais, plusieurs achats, il y a eu beaucoup de problèmes de licenciement, de sanctions, de choses comme ça, de restructuration. Donc ça a été des périodes quand même difficiles, mais petit à petit, à force de travailler les sujets
qui me tenaient à cœur, hein, notamment les sujets d'organisation, de négociation des accords, de soutenir les salariés qui se faisaient parfois agresser par les managers, de participer à des entretiens préalables au licenciement. Tout ça, ça m'a formée dans un premier temps. Dans un second temps, ça m'a vraiment montré que j'avais envie de faire ça, mais à une autre échelle en fait. Et je me suis dit, mais le syndicalisme, mais bien sûr que c'est un superbe outil pour pouvoir un jour faire autre chose de ma vie professionnelle. Et c'est ce que j'ai fait. Et je me suis vraiment éclatée dans ce que je faisais à cette époque-là. Et surtout, j'ai énormément appris. Jusqu'au jour où cette entreprise est rentrée dans un énorme plan de fusion-acquisition. Donc là, il y a encore un autre cheminement qui s'est mis en place. Et là, j'ai à fond travaillé avec la direction des ressources humaines. Et puis c'est à ce moment-là qu'effectivement, on m'a bien fait comprendre que j'avais certainement capacité, moi aussi, à passer du côté des ressources humaines. Et donc c'est comme ça que c'est arrivé. Cette illustration pourrait paraître un peu antithétique, je ne sais pas si le terme se dit, ou un peu paradoxal pour un certain nombre d'auditeurs, parce qu'on pourrait avoir la représentation suivante. Côté syndicalisme, on est plutôt dans la revendication. La fonction ressources humaines, on est plutôt dans la légitimation d'une politique d'entreprise. En fait, ton exemple vécu montre que si la fonction RH est souvent vue comme roulant pour la direction, entre guillemets, ton exemple montre qu'il ne faut pas avoir une vision manichéenne de cette fonction. Absolument. Et puis, quand on parle de syndicat, c'est pareil. En fait, il y a syndicat et syndicat. Et je pense que là, les auditeurs comprendront ce que j'essaie de dire. Donc, il y a des syndicats qui sont constamment dans la revendication, mécontents, jamais en accord avec l'entreprise. Et puis, heureusement, il y a des personnes qui sont dans les syndicats et qui, eux, sont plutôt pour la construction de l'entreprise et qui ont vite fait de comprendre que finalement, ils étaient dans le même bateau que tout le monde. D'accord ? Donc une fois qu'on a compris ça et qu'on a compris qu'on avait des intérêts communs, il suffit juste en fait de confronter en fait tout simplement nos idées. Et à partir de là, on essaie de construire des accords ou de mettre en place des pratiques qui peuvent aller dans le sens de l'entreprise. Donc je ne crois pas avoir été, en tout cas une syndicaliste négative. J'ai bien évidemment œuvré pour les salariés, mais quand on œuvre pour les salariés, on œuvre pour l'entreprise. Pour moi, c'est aussi simple que ça, en fait. Et quelque part, aujourd'hui, je continue à faire ça. J'œuvre pour les salariés, puisque j'œuvre pour l'entreprise. Il n'y a pas d'entreprise s'il n'y a pas de salariés. Donc, de l'autre côté, aujourd'hui, c'est génial pour moi. Enfin, je trouve que c'est génial pour moi, parce que ça m'aide tous les jours d'avoir été représentant du personnel, puisque je comprends parfaitement les revendications des syndicats. Je sais aussi pourquoi certains revendiquent avec colère et pourquoi ils sont plutôt irritables. Donc moi, j'en ai fait ma force, vraiment. C'est ce qui me différencie peut-être d'un certain nombre de responsables de ressources humaines. Je voulais revenir avec toi sur le début de cette aventure où tu nous as confié avoir été un peu mise sur la voie par exemple, un DRH. Ces personnes n'étaient pas ton hiérarchique, mais elles ont agi un peu comme des mentors, comme des développeurs de talents, de compétences. Ils ont repéré tes prédispositions. Ouais. Je leur dois beaucoup. Et quand je le dis avec sincérité, et ils le savent. Alors je ne sais pas s'ils auront l'occasion d'écouter cet épisode, mais je sais que ça les fera sourire, parce que pour moi, je leur dois vraiment beaucoup, puisqu'ils ont été pour moi des mentors, effectivement. Et on n'était pas toujours d'accord. Hein. On a quelques anecdotes, tous les trois. Mais même si on n'est pas d'accord, c'est pas important, en fait. Ce qui est important, c'est de se respecter et d'écouter les idées de l'autre. Et parfois, ça amène à réfléchir, justement. Autant pour les syndicats que pour la direction. Hein. On est aussi en droit, quand on est membre de la direction, de réfléchir, et encore plus que tout le monde, je trouve. Donc oui, ce sont des gens qui m'ont montré l'exemple de grands professionnels, et j'ai beaucoup appris. On peut dire que quelque part, tu as rencontré les bonnes personnes au bon moment, selon la formule consacrée, mais tu as certainement fait aussi une part du chemin.
Oui, il est dû forcément, il est dû à moi, bien évidemment, mais si je n'avais pas eu de personne en face de moi pour me renvoyer la confiance que j'osais à peine me donner, je pense que j'en serais pas là aujourd'hui, en fait. J'en sais rien, j'ai pas testé, donc je sais pas. Mais je pense que j'ai beaucoup évolué dans ma vie professionnelle. J'ai changé ma posture aussi parce que c'est très important. J'ai écouté ce qu'on me disait, même si ça me plaisait pas. Et puis j'ai appris à réfléchir, à poser les choses avec calme et donc à avancer pour l'entreprise. Je reformule sous ton contrôle, mais quand on a préparé cet entretien, tu m'as confié que tu avais rencontré les bonnes personnes, et moi je t'ai dit, mais peut-être que à ce moment-là, à ces moments-là, tu étais aussi arrivé sans le savoir, sans le conscientiser, à un degré de maturité qui faisait que tu incarnais quand même une passion, un projet. euh, et du coup, les portes se sont ouvertes. Par exemple, sur ton admission au diplôme de Dauphine, euh, pour toi, c'était à peine réalisable, à peine imaginable, et pourtant, ça s'est fait. Certainement. Et d'ailleurs, chaque étape a été difficile dans cette reprise d'études. Et je commencerai par la fois où je me suis retrouvée en fait dans le taxi pour ce rendez-vous avec le directeur du master, qui est Gérard Tapona. J'étais bien évidemment très anxieuse de ce qui allait se dérouler, hein, un nouveau démarrage peut-être, à condition que je réussisse ce tout premier entretien. Et ce jour-là, dans le taxi, mon DRH m'a appelé en fait. Et il m'a dit, Cécile, comment ça se passe? Vous avez préparé l'entretien, donc je lui ai raconté. Et là, il m'a dit, bon, très bien, maintenant, vous oubliez tout ce que vous avez préparé et vous redevenez la Cécile avec son côté naturel parce que c'est ça qui va vous faire gagner. Et donc j'étais franchement pas tranquille avec moi-même et Christophe m'a souri, je l'ai senti au téléphone et il m'a dit que ça allait le faire. En fait, si on peut résumer, il faut se faire confiance. Il faut être vrai, il faut être soi-même et se faire confiance dans sa capacité à convaincre. Merci pour ces éléments de parcours, Cécile. Alors si je recentre un petit peu, notre thème est la passion pour les ressources humaines. Donc on peut peut-être également s'interroger sur la fonction ressources humaines elle-même. Quel est son sens profond, sa noblesse, sa légitimité, qui puisse faire dire cette fonction ou une fonction dans le grand domaine des ressources humaines, pour moi, elle est passionnante, elle me passionne. Mais c'est simple, je crois que en fait dans les ressources humaines, il y a un mot plus important que l'autre, et je le dis quand je suis en entreprise, hein, c'est le H de humain. Et qu'est-ce qui est passionnant, c'est qu'en fait, on construit énormément de choses autour de l'humain. En fait, notre priorité, à nous, c'est l'humain. Bien évidemment qu'il y a la stratégie de l'entreprise, ça, il n'y a pas de doute là-dessus, mais effectivement, on est axé sur l'humain. Alors, le domaine des ressources humaines comprend plusieurs métiers, même des volets comme des fonctions de gestion administrative du personnel, Exactement. qui, a, qui Très important. pourraient paraître comme moins passionnantes, peut-être. Quelle est ta perception? Dans mon job de responsable RH, il y a éventuellement une chose que je ne souhaiterais pas faire, mais je ne pense pas qu'on le demande aux responsables de ressources humaines, c'est la partie paye, par exemple. Donc parfois, quand c'est des petites structures, on a un responsable RH ou un chargé de mission RH qui s'occupe de faire et de préparer la paye. Moi, ça, c'est quelque chose que je n'apprécie pas. Je n'ai pas cette compétence, en fait. En fait, moi, là où je voulais t'amener, c'était sur l'utilité de la fonction qui peut-être être un élément comme un carburant à la passion. On peut se dire, je suis passionné par mon métier parce que je sais que j'apporte aux autres, que je suis D'accord. utile aux autres. Et toi, je voulais te donner le contre-exemple, moi, de quelques étudiantes que j'ai eues les 2 dernières années.
et ça n'a pas été uniquement un cas isolé, j'en ai eu au moins 2 ou 3 qui me disent « mais moi je sens que je suis faite pour la gestion administrative et ça m'intéresse, voire ça me alors, je ne sais pas si elles ont prononcé le terme « ça me passionne », mais je le remets dans le contexte de cet épisode et puis je me permets de le leur prêter. Mais on dit à tout le moins « ça me convient » parce que j'aime les choses carrées, j'aime ce qui est planifié, j'aime ce qui tombe carré, et une paye, ça doit tomber carré. Et je crois que l'utilité d'une paye correcte, c'est une évidence. Oui. Hein. Aucune entreprise ne peut faire un tant soit peu de développement RH ou de recrutement aussi, hein, si la paye n'est pas tous les mois juste. Exactement. Donc il n'y a pas il n'y a pas de noblesse finalement dans les différents métiers, différentes fonctions du domaine des ressources humaines. Ce qui est important, c'est que chacune voit bien l'utilité de sa contribution au quotidien. J'aide. Voilà. J'aide à l'organisation, j'aide aux gens à se développer, j'aide à une équipe à aller mieux s'il faut sanctionner un salarié de leur équipe qui est quelqu'un qui pénalise la qualité du travail au quotidien, les empêche de se sentir bien dans leur équipe. Je vais proposer aux managers de féliciter leurs salariés quand le travail est bien fait. Je vais former des managers, des membres du comité de direction. Je vais suggérer en partenariat, enfin je vais aider en tout cas le responsable QHSE sur peut-être certains aspects de la vie au travail, de la santé au travail. Moi, ce qui est important pour moi, c'est quand je boucle ma journée, il faut que j'ai le sentiment en fait d'avoir vraiment apporté de l'aide et du soutien dans mon quotidien. En fait, c'est ça. C'est ce qui me motive. C'est en partie ce qui me motive, c'est ça. Puis l'autre partie, c'est penser ou repenser la stratégie avec les membres du comité de direction ou avec le directeur d'établissement. Et mettre en place de nouvelles choses, à les négocier, à les préparer en fait ces nouvelles choses, à les présenter aux représentants du personnel, à entretenir les relations avec les délégués syndicaux, toutes ces choses-là, y compris le disciplinaire, qui, même si ça peut paraître bizarre, c'est pas passionnant bien sûr, mais c'est nécessaire dans une organisation, donc quand il faut s'y pencher, je m'y penche, sérieusement. Oui, parce que la valeur ajoutée, ce qui est important, c'est de mesurer la valeur ajoutée que tu peux amener dans une activité. Alors, par exemple, on peut dire que techniquement, on peut dire que licencier, il y a des aspects techniques. Mais ce n'est pas de la technique pure. Ce n'est pas que des actes juridiques que l'on pose. C'est une stratégie aussi mise en place, une stratégie, une mise en confiance du ou des salariés dont on va se séparer, de manière à ce que ta valeur ajoutée soit vraiment, réellement, sincèrement, une aide apportée à cette personne, à ces personnes, pour ensuite poursuivre leur cheminement. En fait, il en va de la personnalité de chaque responsable RH, je pense. Je crois qu'on peut avoir affaire à des personnes qui gèrent le disciplinaire, effectivement, en s'appuyant sur les textes et les procédures internes. Et ça s'arrête là, et la personne aura parfaitement bien fait son travail. Moi, de mon côté, j'essaie d'aller un petit peu plus loin, en fait. Je vais donner un exemple. Si j'ai un salarié dans une équipe qui, effectivement, au bout de X rappels, ne change pas son attitude et est un élément très perturbateur, il sera sanctionné. Que ce soit une mise à pied. Et cette sanction-là, elle arrive après un grand travail, bien évidemment, de rencontres, d'échanges, etc. Mais en tout cas, quand on arrive sur la sanction vraiment dure de la mise à pied, par exemple, je ne dresse pas un courrier de mise à pied que j'envoie en courrier recommandé ou que je remets en main propre contre des charges aux salariés. Je ne fais pas que ça, en fait. C'est-à-dire que j'explique aux salariés les raisons pour lesquelles il est dans mon bureau, avec son manager de mon côté, et pourquoi aujourd'hui on est amené à le sanctionner. En fait, je lui explique réellement pourquoi il est sanctionné. Qu'est-ce qu'il a fait ou qu'est-ce qu'il fait au quotidien qui empêche les gens de se sentir bien. C'est-à-dire je passe une partie de mon temps, je ne sais pas si ça s'appelle psychologue ou assistante sociale, mais enfin je crois qu'il est dans mon devoir aussi d'expliquer aux gens
que ce qu'ils ont fait, en fait, ça nuit aux autres. Voilà ce que ça engendre comme conséquence. Et puis quand on est sur du licenciement, et on imagine par exemple que dans ce cas de figure, on est sur du licenciement, j'explique à la personne effectivement que bon ben voilà, elle va être sanctionnée, et que de toute façon, peut-être que c'est beaucoup mieux aussi pour elle qu'elle réfléchisse à une autre orientation. Donc je vais toujours un petit peu plus loin, parce que, encore une fois, quand on recrute avec le sourire, on fait un onboarding, tout est super. Mais je crois que quand on sort les gens, on a le droit de les sortir aussi avec respect, et donc de s'intéresser à eux, autant que quand on les rentre dans une entreprise. Parce qu'il ne faut pas oublier, hein, quand une personne sort de l'entreprise, cette personne, elle parle énormément de l'entreprise. Quelqu'un qui vient de rentrer dans une entreprise, que je viens d'embaucher, ou que vous venez d'embaucher, ok, elle va discuter ce soir avec sa famille, ce week-end, elle va discuter avec ses amis du nouveau poste, etc. de l'entreprise. Quelqu'un qui sort de l'entreprise, s'il ne sort pas correctement, avec respect en tout cas, lui va aussi parler dans sa famille et auprès de ses amis de ce qui se passe. Il ne va pas s'arrêter là, c'est-à-dire ça ne va pas être juste ce soir et ce week-end. Ça va se répéter, se répéter, se répéter, se répéter. Je pense que pour l'image de l'entreprise, c'est franchement désagréable. Certes, on a le droit de sortir les gens proprement. Mais je crois que j'irais... Voilà, tu me l'as enlevé de la bouche. Je voulais te proposer plutôt, on a le devoir. Et le devoir parce qu'il faut contacter ce sens profond qui est d'être utile à la personne, quand bien même la mesure de séparation est forcément douloureuse, et forcément source de contestation, de déni de la part de la personne, de victimisation. Enfin bon, il y a N raisons pour lesquelles on peut légitimement comprendre que quelqu'un qui est dans une procédure de licenciement n'en est pas ravi. Non. Mais finalement, le deal, c'est que tu construises une relation qui soit suffisamment empreinte de confiance réciproque, de manière à ce que, in fine, rétrospectivement, la personne comprenne que c'était nécessaire de le faire, que ça a été bien fait, et que finalement, peut-être que ça lui a été utile. Hein, ça, tu ne le sais pas forcément, tu n'as pas forcément de feedback de personnes que tu as licenciées qui te disent 3-4 ans plus tard « Merci Madame Blin, grâce à vous, j'ai compris quels étaient mes travers et j'ai pu progresser. » Je ne sais pas si ça t'est arrivé. Alors, j'ai déjà eu... j'ai déjà eu un petit mot avec des petits chocolats qui m'ont été déposés sur mon bureau en disant merci pour votre oreille attentive et merci de m'avoir guidée. Et ça, c'était quelqu'un qui sortait de l'entreprise. Alors, ça n'arrive pas tous les 4 matins, il ne faut pas non plus inventer. Et je voulais revenir à ce qu'on se disait juste avant, Loïc, parce que il y a des règles à respecter. Il ne faudrait pas que les auditeurs s'imaginent qu'on peut tout faire n'importe comment. C'est-à-dire que le jour de l'entretien préalable au licenciement, c'est pas abordé, hein. D'accord ? Enfin, c'est pas abordé. Il n'est pas abordé que le salarié va être licencié puisqu'on n'a pas le droit de le faire. D'accord ? C'est des choses qui se font en dehors de cet entretien-là. On va recevoir la personne, on va lui dire, bon écoutez, il n'y a pas de convocation écrite, rien du tout. Par contre, je souhaitais vous voir parce que ça ne va pas du tout. Il y a eu encore un rappel à l'ordre. Est-ce que vous avez réfléchi sur votre posture ? Qu'est-ce que vous aimeriez faire dans la vie, etc. Donc c'est consacrer un peu de son temps, même si dans la vie d'un responsable RH, on n'a pas de temps, sincèrement. On se demande même comment on fait pour boucler nos journées. Et c'est pas grave, ce temps-là, il faut le prendre au détriment d'autres choses, je sais pas, mais il faut le prendre. C'est pas tous les jours qu'on a à faire ça. Mais quand c'est devant nous, il faut... Enfin, en tout cas, moi, je m'attache à le faire autant de fois que je peux. Alors, je suis pas parfaite sur tous les domaines, mais j'essaie en tout cas d'être très, très, très attentive à ce qui se passe dans les entreprises, sur l'être humain, vraiment. Peut-être parce que j'ai déjà rencontré suicide en entreprise, ou... parce que voilà, c'est aussi des expériences qui sont fortes et qui sont marquantes. Alors justement, par rapport à ces activités qui demandent une implication émotionnelle, puisque tout le monde l'a bien compris, même dans une mesure de séparation, tu ne le fais pas froidement, il y a un investissement émotionnel, tu te mets au service de la personne. Moi, ma question, c'est comment se préserver dans ces moments-là, comment allier l'implication qui est le carburant de la passion et en même temps
se préserver d'une charge émotionnelle peut-être trop importante à un instant T. Je crois que il faut s'accorder du temps pour soi. Hein. On a le droit de se poser, de réfléchir, de se dire « là là, mais qu'est-ce que j'ai fait ?» On a le droit de craquer aussi, c'est autorisé. Il faut se... Enfin, moi, c'est mon énergie, en fait, qui me permet vraiment, dans mon job, de pouvoir faire plein de choses, de pouvoir traiter de plein de sujets, de passer d'un endroit A à un endroit B. Et en fait, je crois que le jour où j'aurai plus cette énergie, là, ça risque justement de faire mal. Le jour où j'aurai plus cette passion mélangée à cette énergie, je pense que ça pourrait éventuellement me faire mal. Je le sais. Je crois que c'est à chacun de nous de trouver, en fait, ce qui peut nous renforcer. Alors, on retrouve ça auprès de la famille, auprès des amis. Moi, je fais de la musique tous les week-ends. Je suis dans un atelier de blues où je joue avec des gens qui sont devenus des copains de la musique. Je marche de temps en temps, ça fait énormément de bien. Je joue de la musique aussi à la maison. Voilà, chacun trouve son moment à lui pour justement un peu évacuer tout ça. Je ne vais pas dire que je dors toujours bien, parce que ça serait mentir, puisque dans le cadre de restructuration, on se pose beaucoup de questions aussi, puisque quand on fait de la restructuration, ben là c'est de l'humain, hein. Et puis c'est pas un humain, c'est une famille derrière. Mais on aura l'occasion, je crois, d'en parler dans un autre épisode, Loïc. Oui, on va pas aborder ce côté-là, comment garder le cap en tant que RRH, DRH dans une période de restructuration, comment on peut être dans ces périodes connaître des moments de doute. On fera un épisode spécifique. Alors, ta recette pour entretenir la passion, conseil aux RH en poste qui nous écoutent. Donc, tu nous dis prendre du temps pour soi aussi pour se ressourcer, peut-être pour décompresser, poser les choses, prendre du recul ou de la hauteur par rapport aux événements que l'on voit. Ta recette, c'est également de se donner ou d'accepter de nouveaux challenges pour continuer à poser une pierre, comme dans un pas japonais, une pierre sur laquelle tu avanceras et ainsi de suite. As-tu d'autres recettes à confier? Peut-être que dans les personnes qui nous écoutent, il y a des personnes qui sont en poste, qui doutent un peu, qui disaient il y a quelques années « je suis passionné » et qui aujourd'hui se disent « c'est un peu plus dur, je ressens un peu de vague à l'âme ». La chance que j'ai, c'est je ne suis pas responsable ressources humaines dans une entreprise. D'accord? Donc là, je ne sais pas. Je n'ai pas de recette à confier aux gens qui sont responsables ressources humaines depuis X années dans une entreprise. Moi, je vais parler uniquement de mon expérience, donc je passe d'une entreprise à une autre. Et ça, du coup, c'est vraiment le top, parce qu'en fait, on sait qu'on est là pour un certain temps. Donc on sait qu'on a une date à laquelle on va sortir, donc on veut absolument, absolument satisfaire et le client et les salariés avant de partir. Puis quand on part, forcément, il y a un attachement hein, aux gens, etc. Ça peut arriver. Et puis après, boum, on va redémarrer sur quelque chose de complètement nouveau. Donc en fait, tout s'efface et tout redémarre. On se représente à nouveau, voilà qui je suis, etc. Voilà comment je souhaite travailler avec vous. On va nous donner les sujets, on va essayer d'avancer, on va se servir de nos expériences passées. Et puis on va se dire ça c'était plutôt bien, on va le garder. Ça c'était franchement pas bon, j'ai pas été compétente là-dessus, donc ça je l'oublie complètement. Donc c'est bien aussi, j'ai cette chance de ne pas être dans la même entreprise et de ne pas être toujours avec les mêmes personnes. Donc pour moi c'est motivant, voilà. Et ça permet à mon énergie de se renouveler peut-être, hein. Donc je sais pas, j'ai pas de conseils à donner aux responsables RH qui sont là depuis 12 ans, en tout cas je me permettrai pas pour ceux qui sont là depuis longtemps, mais je crois qu'il faut rester vous-même, il faut vous recentrer sur ce qui vous a amené à être responsable des ressources humaines, et il faut bien évidemment avoir la capacité à, au-delà de la stratégie groupe, vous recentrer sur votre job dans votre établissement, là où vous êtes vous-même responsable des ressources humaines. Et puis peut-être aussi dire que vous n'avez pas suffisamment de temps pour traiter un sujet, si c'est possible, le décaler ou prendre le temps de rediscuter du sujet si c'est un sujet qui est trop lourd, demander de l'aide. Il y a plusieurs façons, je crois, mais
Souvent, ce qui nous bloque, c'est... on pense que demander de l'aide, c'est justement de démontrer qu'on n'est pas capable d'eux. Donc les RH ont plutôt tendance à se refermer entre eux. Et c'est un job qui est difficile. Il ne faut pas hésiter aussi à demander à avoir des réunions avec vos pairs dans les entreprises, demander à votre responsable fonctionnel de mettre en place des réunions RH de votre business unit, ou des choses comme ça. Demandez peut-être à partir aussi un jour pour aller sur une usine ou sur un établissement pour voir comment travaille votre collègue, prendre l'air dans l'entreprise elle-même, mais aller prendre l'air sur un autre site. Alors je sais que là, tout le monde va me dire non, moi j'ai pas le temps, mais non, moi j'ai tel sujet, j'ai pas le temps. Je crois qu'à un moment donné, il faut le prendre, le temps. Et aux étudiants, étudiantes qui ont souvent des étoiles dans les yeux en début de cursus, qui nous confient, mais moi je viens aux ressources humaines parce que comme tu le disais tout à l'heure, j'ai un attrait pour l'humain, un goût pour être utile aux autres. Et puis, ça c'est une vision qu'on a à un moment donné. Et parfois, au fil du temps, cette passion, elle peut s'émousser un petit peu, ou elles peuvent entrevoir d'autres facettes du métier qu'elles avaient peut-être minorées. Alors, pour eux, ça va être pareil que ce que je disais à mes pairs, c'est-à-dire qu'il faut prendre du temps. Aujourd'hui, tu le sais, Loïc, chez Formasup, on intervient auprès de ses élèves. Cette année, j'ai des bachelors, des M1, des M2, cette nouvelle classe, les master managers de projet. Donc, ça fait plusieurs niveaux, donc on a quand même beaucoup d'élèves en face de nous. Et moi, je leur dis, prenez le temps, parce que souvent, qu'est-ce que je constate? Je constate, en fait, quand je fais le tour de table en début d'année, comme j'ai fait là, la semaine dernière, c'est moi, je veux faire du recrutement, moi, je veux faire du recrutement. En fait, je crois que ces jeunes élèves, ils n'ont pas tous mesuré, en fait, ce qu'était vraiment que le job de responsable ressources humaines. Il faut les recevoir et puis il faut leur expliquer tous les métiers qu'il peut y avoir à l'intérieur d'un seul et même métier. Puisqu'il n'y a pas que le recrutement, et souvent c'est ce que j'entends autour de table. Donc moi je vais leur dire, prenez le temps de découvrir notre métier, inspirez-vous, vous êtes des alternants, inspirez-vous de ce que vous vivez en entreprise, prenez des notes, souvenez-vous de ce qui est fait, ce qui est dit, ce qui est à améliorer ou pas, à retenir ou pas, et surtout, inspirez-vous de l'ensemble des intervenants que vous avez dans le cadre du cursus scolaire chez Formasup, puisque vous avez des intervenants de qualité, tous autant qu'ils sont. Inspirez-vous d'eux, de leurs cours, posez-leur des questions, et pas de questions bêtes. Et puis gardez confiance en vous, bien évidemment. Demandez de l'aide si besoin. Les enseignants, même quand vous quittez Formasup, les enseignants, vous avez leurs coordonnées, donc vous pouvez quand même les contacter si vous avez des sujets un petit peu fragile, venez nous rejoindre sur l'association NGRH, qui est une association donc qui regroupe des professionnels de la gestion des ressources humaines. Inscrivez-vous pour un prochain épisode, venez partager sur notre podcast. Et puis après, pour conclure, je dirais aussi aux responsables ressources humaines en poste et aux étudiants, il y a aussi un bon moyen de se faire du bien dans ce job. Déjà, c'est de se dire qu'on est proche de l'humain, donc ça, il ne faut pas l'oublier. Et puis après, c'est de prendre le temps de bouquiner, en fait. Donc vous pouvez lire de très très bons livres. Moi, mon préféré, c'est Le Prince de Machiavel, par exemple. Je pense que tout le monde devrait le lire. Voilà, il y a plein de lectures comme ça qui peuvent énormément apporter, faire du bien d'abord. Ça nous permet de nous recentrer, de nous faire du bien. Donc moi je vous invite à prendre le temps de lire un petit peu. Bien, merci Cécile pour ce moment de partage. Tu t'es adressé aux étudiants, aux étudiantes. Moi je m'adresserai aussi à leurs tuteurs et tutrices parce qu'il est important pour les alternants que nous recevons que les tuteurs, tutrices soient aussi quelque part des mentors pour ces personnes-là. Exactement. Leur permettent, par les échanges qui existent pendant
un cursus de 9 mois ou bien un cursus de 2 ans si on parle des masters en première et deuxième année qui, pour un certain nombre, restent dans la même entreprise. C'est un moment vraiment privilégié pour échanger avec son tuteur, sa tutrice et entrevoir des aspects complémentaires pour aller au-delà des activités opérationnelles qui sont confiées par l'organisation à l'alternant à un instant T. Je crois, moi, que c'est vraiment précieux, voire crucial, pour que les étudiants se forgent au plus tôt une vision la plus complète possible. L'alternance est une grande chance, mais en même temps c'est peut-être piégeux, parce que quelqu'un qui a eu 1 année, 2 années, 3 années d'alternance, on s'attend forcément à ce qu'il ou elle ait une posture, une vision suffisamment précise et large. C'est un vrai job être tuteur, hein. C'est pas simplement remettre des choses à réaliser. Non, c'est vraiment former, être mentor, comme tu le disais, et puis les confronter à la réalité du monde professionnel. Non, mais c'est sûr qu'ils ont leur rôle, bien évidemment. Les révéler les personnes à elles-mêmes, dans leur talent et dans leur point de progrès, à l'instar de ce que d'autres personnes furent pour toi dans ton passé. Exactement. Merci à nouveau de ce moment de partage, puisque le terme partage est un terme vraiment consacré dans le cadre du début de ce podcast. Moi, je retiendrai 3 éléments, 3 idées. D'abord, que la passion, c'est pas forcément inné. Très souvent, ça a été ton cas, mais je crois d'une manière assez générale, ça se construit également au fil du temps. 2, qu'une activité est passionnante dès lors qu'on a bien identifié le sens profond qu'elle peut avoir, l'utilité qu'elle a, pourquoi on fait les choses. Effectivement, si à un moment donné on se dit j'ai l'impression de ne plus être utile, évidemment, on peut se sentir moins passionné, moins engagé. Et la 3e idée que je retiendrai, c'est qu'à chacun aussi d'y mettre quelque chose, de mettre du carburant par des lectures, par du réseautage. On ne peut pas rester statique dans son métier et penser que l'on va garder la même dose de passion ou d'engagement longtemps. Il faut se challenger, il faut remettre du carburant, il faut prendre du recul, de la hauteur, se poser des questions sur sa pratique et co-construire cela. Exactement, et s'ouvrir à tout ça. Merci Cécile, et merci à vous auditeurs et auditrices de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous dans un prochain épisode. Cet épisode est maintenant terminé, nous espérons qu'il vous aura plu, qu'il vous aura apporté des idées, des éléments de réflexion. Faites-nous part de vos réactions, de vos commentaires. À ce sujet, Loïc, est-ce que tu pourrais préciser pour nos auditeurs par quel biais ils peuvent effectivement nous laisser les commentaires ? Alors pour laisser des commentaires, il suffit de se rendre sur la page web du podcast, que vous trouverez très facilement en tapant les mots-clés « podcast RH Bordeaux », soit sur le web directement, soit sur LinkedIn. Merci pour ces précisions, Loïc. Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir écoutés, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et puis merci de partager un maximum cet épisode, sans modération aucune, bien évidemment. Merci d'avoir été avec nous. Nous vous donnons rendez-vous dans 2 semaines pour la suite des aventures sur RH Bordeaux. Merci Loïc. Merci Cécile.